Je vois que vous allez dans le bon sens avec ces vergers intégrés, utilisation de moins de pesticides. Cette intégration, ça va tout à fait dans le sens de la biodiversité qui a été votée par le Sénat et l'Assemblée l'an dernier avec la création d'une agence française pour la biodiversité dont on peut juste regretter le financement puisqu'il est fait à base de ponction sur les agences de l'eau. Écoutez, on ne peut que vous encourager à continuer dans cette voie, même si le papillon mâle et le papillon femelle ne peuvent plus croquer la pomme. Écoutez, c'est quand même bon pour les consommateurs. Donc écoutez, très bien. Merci Saïda. Une question à M. Sauvestre, qui nous a montré ces petits bâtonnets qui empêchent le mariage naturel des papillons. Est-ce qu'on peut considérer ces petits bâtonnets comme des perturbateurs endocriniens? Et la question n'est pas innocente parce qu'elle est en lien avec le dernier règlement européen des PE dans les substances actives, qui dit notamment que quand une substance est considérée comme perturbateur endocrinien sur une espèce cible, elle ne l'est pas pour toutes les autres espèces. Donc j'aimerais bien avoir votre sentiment sur cette question. Merci. Là, je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est CMR, mais François Villeneuve, c'est peut-être... je ne sais pas. J'ai pas la réponse complète par rapport à ça. Par contre, la réglementation met des garde-fous. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est un médiateur chimique, dans la mesure où c'est utilisé en termes de protection, il y a une évaluation au même titre que les autres produits phytosanitaires. Donc je veux dire que forcément, ce côté-là va être abordé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. C'est-à-dire qu'on utilise les phéromones pour savoir s'il y a présence ou pas présence d'un ravageur. Et donc dans ce cas-là, c'est exempté. Par contre, quand ce médiateur rentre dans une technique de protection, il est évalué. Donc je fais confiance aux évaluateurs et de l'EFSA et de l'ANSES et des agences pour répondre à votre question. Ce sont oui, des pratiques qui sont pas courantes, mais enfin on utilise dans d'autres domaines à peu près le même processus pour limiter les insectes dans certaines zones. Et les bâtonnets qui entretiennent cette confusion sexuelle sont spécifiques à certaines espèces, rassurez-vous. Et ce sont des pratiques qui ont été évaluées par le Haut Conseil Bio des Technologies, dont je faisais partie, et qui sont tout à fait acceptées et acceptables. Luc Multinier, je suis directeur de recherche à l'INSERM. Je voudrais répondre à une question qui a été posée, qui est très pertinente à propos des phéromones et des perturbateurs endocriniens. Alors, première précision, le concept même de perturbateur endocrinien est un concept particulièrement flou. Moi-même, j'y travaille depuis 20 ans, je sais de quoi je parle, mais manifestement, beaucoup de gens ne savent pas. Et en particulier, lorsqu'il y a le débat sans fin de la fameuse définition européenne, comme s'il y avait tout un pan de la communauté scientifique qui, depuis 20 ans, travaillait sur quelque chose dont il ne sait pas ce que c'est. Bon, cela étant dit, effectivement, si on prend le concept général de perturbateur endocrinien sans autre jugement critique, les phéromones, tout comme la pilule contraceptive et son contenu, ce sont des agents qui, effectivement, perturbent le système endocrinien de façon majeure. La question critique et qui n'est jamais prise en compte, c'est quel en est le risque réel en situation d'exposition vis-à-vis de la population. La question de la pilule contraceptive, je la mets tout à fait à part, puisque c'est un choix individuel à d'autres fins. Mais pour l'instant, on n'a jamais montré, enfin que je sache, qu'en termes de risque sanitaire, tout au moins pour l'homme, l'utilisation, si ce n'est peut-être en termes d'exposition professionnelle aiguë, mais là on est dans des circonstances bien particulières, l'utilisation de ces phéromones pourrait entraîner des effets. C'est la raison pour laquelle, effectivement, au niveau européen, il a été proposé que dans la définition qui a été proposée au mois de un peu avant l'été, il y ait comme exception ce genre de substance. Mais malheureusement, comme la définition n'a pas été, enfin a été refutée par le Parlement, même si cela n'oblige pas à la Commission, etc. Mais bref, on retombe dans le même débat. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas simplement confusion sexuelle, il y a confusion tout simplement sur la problématique des perturbateurs endocriniens. Bernard Chevassiot, Louis. J'ai une question pour Madame Bucholzer. J'ai noté avec intérêt que le titre de la communication de l'Europe parlait des politiques alimentaires et agricoles.
Est-ce que l'ordre de ces mots a fait l'objet d'un débat et y a-t-il un message derrière cela que je crois deviner mais que j'aimerais voir confirmé? Merci Monsieur Chevassu. Alors, le titre, c'est l'avenir de l'alimentation et de l'agriculture. Et le mot politique ne figure pas dans le titre. Et bon, comme vous le savez, nous avons une politique agricole commune également depuis les années 60. Par contre, pour ce qui est de l'alimentation, il y a des dispositifs européens multiples, qui couvrent à la fois la qualité sanitaire, etc. On a des éléments alimentaires dans la politique agricole commune, et comme je le disais, on a de plus en plus ce souci de confirmer l'évolution, la modernisation de la PAC, qui n'est pas seulement une politique de l'offre, mais qui doit intégrer de plus en plus des éléments de l'aval de la filière et des demandes des consommateurs. Mais nous n'avons pas, à l'échelle européenne, une politique agricole et alimentaire commune, parce que beaucoup des composantes des politiques alimentaires restent du ressort des États membres. Et en France, il y a un ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, c'est très bien que ce soit rassemblé, mais ce n'est pas le cas partout ailleurs. Et si vous regardez dans le rapport de l'atelier sur les questions alimentaires, cette question a été abordée, parce qu'il y a des États membres qui sont en faveur d'une unification au niveau européen des composantes agricoles et alimentaires, et qui proposent des initiatives et qui ont cette expérience eux-mêmes, mais d'autres ne sont pas en faveur d'un transfert de compétences accrues à l'Union européenne sur quelque sujet que ce soit, et ni sur l'alimentation en résumé. Donc il n'y a pas de consensus là-dessus, mais on essaie d'être pragmatique, et justement quand il y a une valeur ajoutée dans l'action européenne, on essaye de progresser, et c'est pour ça que j'ai mentionné tous ces sujets-là qui touchent en fait aussi à l'alimentation et même aux politiques alimentaires. Oui, Sandrine Gaborio, je suis responsable de la communication à l'Association nationale Pomme-Poire, et c'est une question pour Madame Bucholzer, justement. Je me permets de revenir sur une des interventions qui a été faite précédemment, puisque depuis ce matin, on démontre les bienfaits des fruits et légumes sur la santé. Et aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de communiquer sur ces atouts santé, puisqu'on est sous le coup d'un règlement européen qui nous empêche de le faire. Règlement qui a sans doute été fait pour les produits industriels, mais qui, s'avère-t-il, n'est pas forcément adapté aux fruits et légumes frais. Qu'est-ce qui est envisageable pour faire évoluer ce règlement, pour que justement on puisse communiquer auprès du grand public sur les atouts nutritionnels des fruits et légumes? Je vous prie de m'excuser, je ne connais pas très bien cette législation-là, mais enfin j'imagine effectivement de laquelle il s'agit. Qui concerne toutes sortes de produits, en effet. Je sais qu'il y a des discussions en cours, mais je ne connais pas les évolutions récentes. Mais je peux simplement vous dire qu'il y a des possibilités qui sont celles que j'ai exposées donc avec la distribution des fruits et légumes dans les écoles, qui ne sont pas suffisamment utilisées pour toutes les raisons qu'on a mentionnées, etc. Et dans le cadre des nouvelles politiques de promotion, il y a toutes sortes de possibilités dont les fruits et légumes bénéficient, et justement on met de plus en plus l'accent sur la qualité des produits, les bienfaits justement. Donc en fait il y a des approches génériques qui sont possibles avec différents instruments de la PAC, et pas seulement les produits de qualité, les indications géographiques, etc. Il y a des démarches génériques qui sont possibles avec aussi des interventions possibles des opérateurs, des organisations de producteurs, etc. Donc il y a quand même des possibilités. Après, je n'entre pas dans les questions d'architecture avec la législation sur les allégations nutritionnelles, etc. Parce qu'il faut quand même par ailleurs aussi se prémunir d'abus qui relèvent de pratiques de marketing privées, à des fins de gestion privée. Donc il y a une différence entre les approches génériques et les approches de marque ou à des fins privées. Toutefois, pour ce qui est de notre cas, puisqu'on a essuyé les plâtres sur cette question-là, aujourd'hui on a la chance d'être sur un produit, la pomme, qui est extrêmement étudié dans le monde entier. Et donc il y a énormément d'études scientifiques menées par des études de recherche indépendantes qui montrent des effets bénéfiques de la consommation de pommes sur la santé. Aujourd'hui, on ne peut même pas, nous,
en tant qu'association Pomme-Poire, se faire le porte-voix des résultats de ces études. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de marketing, il s'agit de communiquer sur des résultats d'études. On ne peut pas le faire. Un journaliste pourrait le faire dans n'importe quelle revue, qu'elle soit scientifique ou pas, grand public, revue féminine, etc. Nous, en tant qu'association produit, on ne peut pas le faire. Donc ça présente quand même un certain problème, c'est qu'au-delà de... Évidemment, on a envie de dire qu'il faut manger plus de pommes. Distribuer des pommes aux enfants dans les écoles, ça a sans doute des vertus pédagogiques, mais ça ne répond pas à la question. Vous voyez, ça ne nous permet pas de communiquer sur les bienfaits nutritionnels du fruit qui sont démontrés par ailleurs. Donc c'est cette réglementation qu'il faut à tout prix faire évoluer parce que aujourd'hui on voit se dire tout et n'importe quoi sur tous les produits et sur des produits où c'est légitime, on ne peut pas le faire. Voilà. Vous pouvez quand même faire des partenariats avec des instituts comme l'IRCALIM en passant par les régions, par les collectivités, ça. Non, pas plus. À moins d'avoir, si vous avez un partenariat... Très très concret, on avait sur notre site internet qui s'appelle lapomme.org un espace consacré aux atouts santé de la pomme, totalement étayé par des études scientifiques. Je le souligne parce qu'on a fait travailler une agence spécialisée sur ce sujet-là. La DGCCRF nous a fait supprimer tout cet espace lié aux atouts santé sous le couvert de ce règlement. Et en disant que c'était interdit sur des associations comme nous. Et je pense que d'autres sont aujourd'hui concernés. Donc c'est un vrai sujet. Bon, pour ça, rapprochez-vous de vos élus régionaux. Posez-leur la question. Écoutez, donc, non, je vais clore donc, les travaux de cette matinée, dont la première partie a été consacrée à la bénéfices sur la santé, bon, qui ne sont plus à discuter, que ce soit par l'apport de vitamines naturelles, de fibres, bon, de minéraux. Je crois qu'il faut faire de la communication maintenant dans les écoles, des grosses campagnes de communication avec le ministère de la Santé aussi, hein, puisque nous sommes dans ces murs. Quand on voit les problèmes d'eau que j'évoquais en début de réunion, le coût de production des protéines végétales, je pense que la filière fruits et légumes, arboriculture, a de beaux jours devant elle. Et si vous continuez à communiquer de la sorte, je crois que vous retrouverez ce leadership dont je parlais tout à l'heure aussi. Donc,